Donc, bonsoir. On va commencer cette soirée par la présentation de Tester Plus pour ne plus douter. Donc, moi, je suis Harry Jumeau, donc développeur front. Et Arthur Sud, développeur full stack. Ok. Non. Donc, pourquoi on teste? Donc, tester permet de réduire, d'éviter un nombre important d'anomalies en production. Mais pas que. Tester aussi permet d'améliorer la stabilité de son code et la qualité de son code. Donc, on va voir en fait qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir faire tout ça. Donc, par rapport aux tests, on peut distinguer trois grandes familles. Donc, les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests end-to-end. On va revenir en détail sur chacune de ces familles de tests. Donc, on va commencer par les tests unitaires. Qu'est-ce que c'est que les tests unitaires? Donc, ça ne va pas trop, mais bon. Les tests unitaires vont tester quoi? On va tester une petite partie précise du code. Donc, ça peut être une fonction isolée et qui fait quelque chose de très précis. Donc, maintenant, si on met dans le contexte des composants, on peut considérer que ça va être l'API d'un composant. Donc, dans quel contexte on va utiliser les tests? Les tests vont être exécutés durant la phase de développement le développeur va vérifier que son code fonctionne avant de pusher. Et son code va être aussi les tests vont être exécutés aussi au moment où il y a un changement sur la base de code. Donc, si on a une intégration continue, donc avec Jenkins par exemple, les tests unitaires vont être exécutés. Le contexte aussi, c'est le contexte d'isolation. Donc, chaque test unitaire va être exécuté en isolation avec le reste de l'application. Ça veut dire qu'on va faire intervenir des mocks pour pouvoir bien tester unitairement cette fonction ou ce composant. Quel est l'objectif? L'objectif est de pouvoir avoir un code plus stable, de meilleure qualité et avoir du feedback quand on développe ces features. Pardon. On va voir un peu plus en détail et on va essayer de comprendre après avec un exemple concret comment ça se met en place. Je vais parler des tests unitaires sur un angle un peu plus technique. Donc, quels sont les risques? Les seuls risques qu'il peut y avoir avec les tests unitaires, c'est si on a un projet qui existe déjà et on n'a pas du tout fait de test. Donc, on aura peut-être besoin de faire beaucoup de refactoring pour que les tests unitaires aient un sens. Donc, ça peut être consommateur et on peut finalement avoir beaucoup de difficultés à faire les tests unitaires. Comment on va faire les tests unitaires? Donc, il y a plusieurs outils. Donc, il y a d'abord des frameworks comme Mocha, Jasmine, Tape, Jest. Donc, c'est un outil développé par Facebook pour faciliter les tests avec du React. Il y a des utilitaires, Shy, Enzyme. Donc, Shy, c'est une librairie d'assertion. Et les mocks avec Sinon.js. Et les runners de tests comme Karma ou Testem. Il y en a d'autres. Et les coûts, le coût de mise en place est rapide et l'exécution est aussi rapide. Donc, c'est quoi la stack tendance pour faire des tests unitaires? Donc, on va parler de l'association Mocha, Shy, Sinon.js. Donc, Mocha permet de structurer son code, d'exécuter ses tests et a un support browser qui permet aux lanceurs de tests d'afficher les tests dans un browser de façon lisible et esthétique. Shy permet d'écrire des assertions et Sinon permet de faire des mocks, des stubs et des spies. On verra un peu qu'est-ce que c'est. Donc, c'est là qu'intervient une petite partie de démonstration. Donc, avant toute chose, je reviens sur cette application. C'est sur cette application que j'ai effectué les tests. Donc, vous avez peut-être déjà vu pour ceux qui étaient là il y a aux premières soirées. Donc, cette application, elle est simple. Elle permet d'ajouter un slot sur une des soirées à thème. Donc, ah merde, je ne suis pas sur mon bon clavier, mais c'est pas grave. On comprend. Donc, voici ce que ça fait. Donc, moi, ce que je veux, c'est pouvoir tester. Ça marche, ça? Bon, pas trop. C'est pouvoir tester le moment où je vais renseigner mon select avec ces différents thèmes. Donc, si on regarde le code, donc c'est Jumper, ce n'est pas ça qu'on va discuter aujourd'hui. On va juste s'attarder plutôt sur le fonctionnel. Donc, là, quand je vais en fait insérer mon composant dans le DOM, il va appeler la méthode init. Et c'est là que je vais renseigner en fait mes différents thèmes. Donc, je fais appel à un service qui me renvoie tous les thèmes que vous avez affichés dans mon select. Donc, pour pouvoir tester ça, je vais devoir moquer
thème service. Qu'est-ce que je veux tester en fait? Je veux tester que mon composant il est bien initialisé. Donc, hop là. Je vais ouvrir mon test. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, tout là-haut, on voit que j'importe une librairie de Shai qui s'appelle Expect. Donc, il y en a plusieurs, mais elle permet en fait de pouvoir faire des assertions. J'importe aussi, là c'est Ember Mocha, je vais en parler en détail après, mais on va considérer que c'est Mocha pour l'instant. Donc, j'importe deux méthodes, donc describe component et it. Et j'importe aussi sinon. Donc, on va regarder la structure de mon test. On voit que dans describe component, j'ai plusieurs éléments. Donc, qu'est-ce que va faire describe component? Il va décrire ma suite de tests. Donc là, je lui dis, tu vas me faire une suite de tests sur le composant isLotApp. Là où describe component qui est disponible via Ember propose un truc en plus, c'est qu'il va charger tout seul d'instancier le composant, etc. Ça, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Ce qui est important, c'est de voir qu'avec describe component, je vais décrire ma suite de tests et avec it, je vais définir le cas que je veux tester. Donc, je vous ai dit que je voulais tester que comme mon composant est instancié, il set les bonnes valeurs dans mon select. Donc, pour ça, ce que je vais faire, si vous vous rappelez du bout de code, je vais moquer, en fait, je vais faire un spy sur thème service. Donc, ce serait, je ne sais pas si je peux montrer, c'est pas très pratique comme ça. Donc, si je viens sur ça, je vous remonte ça. Donc, là, je vais essayer de moquer ce service-là. Je vais mettre en fait ce qu'on appelle un espion avec sinon. Je vais juste vérifier que cette méthode est appelée au moins une fois. Voilà. Donc, ce que je fais, donc je définis un objet, je lui passe une méthode, et avec sinon, j'utilise la méthode spy qui va me rajouter en fait, qui va me prendre cette méthode, qui va la copier et qui va ajouter des interfaces de sinon pour pouvoir observer, espionner ma méthode. Donc, en faisant this.subject, je vais instancier mon component. Donc, une fois que je l'ai instancié, il doit passer dans mon thème service. Et là, dans mon expect, je vais juste vérifier que thème service a été appelé au moins une fois. Donc, c'est un test simple. Si je le lance, donc il s'agit de ce test-là. Et on voit qu'il passe. C'est celui-là. On peut tester aussi différemment, on peut vérifier différemment que mon composant a bien été seté comme il faut. Je peux me dire aussi que je peux tout simplement vérifier la valeur de cette propriété thème de mon composant. Donc pour ça, je serai obligé de faire un stub de ce service pour être sûr de ce qu'il va renvoyer. Donc, avec cette assertion-là, donc je fais différemment. Donc, je crée à nouveau un objet avec une méthode getAll. Et là, je vais faire un stub sur cet objet. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, contrairement au spy, il va changer le fonctionnement de ma méthode et rajouter l'interface de sinon par-dessus. Et il va faire en sorte que ma méthode me retourne toujours ce que j'ai défini plus bas. Donc, les 4 fantastiques. Donc, à nouveau, je vais instancier mon composant. Et là, on voit que le retour de mon service est une promesse.
Donc, quand je vais chercher à récupérer la valeur de ma propriété thème, je peux facilement, avec Mocha, sans rien avoir à faire de plus, il va attendre en fait que la promesse soit résolue pour pouvoir tester la valeur de ma propriété. Et là, on voit qu'il va tester la valeur et que ça fonctionne. Donc, voici un peu quelques exemples d'utilisation conjointe de Mocha, Chai et Sinon. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? On a vu que l'exécution des tests était rapide. En quelques secondes, mes tests sont lancés. Fiabilité, pourquoi? Parce que je vais tester toujours en unitaire une toute petite unité de code. Je teste vraiment que ça. Donc, mes tests ils doivent être clairs et comme je teste qu'une unité, mes tests sont clairs et mes cas sont bien précis. Donc, on évite d'avoir des tests trop compliqués. C'est Mocha qui me permet d'avoir ça, de bien définir ces tests quand on les organise comme il faut. Isolation des tests. Je teste qu'une seule méthode. Donc, du coup, quand elle échoue, je suis sûr que c'est cette méthode-là qui a échoué. C'est très important. Et un peu les moins des tests unitaires, c'est qu'ils ne simulent pas un parcours utilisateur. On a vraiment une vision ciblée sur le code. Donc, avec tout ça, on peut remarquer qu'on répond à nos objectifs. Donc, avec une exécution rapide et l'isolation des tests, on a un feedback rapide de nos tests. On a un code de qualité parce qu'il est plus fiable, il est mieux découpé pour pouvoir le tester unitairement. Et on a un code plus stable parce qu'à chaque fois qu'on va modifier notre code, Jenkins va nous dire, sur l'intégration continue, que les tests unitaires ont pété. Je vais enchaîner avec les tests d'intégration. Donc, tests d'intégration, c'est pour tester quoi? En fait, c'est pour tester un module fonctionnel dans ce contexte. Ce n'est pas très clair comme ça, mais si on le voit dans l'angle où on fait du développement moderne avec des components, on peut dire que le test d'intégration, ça va tester l'API du component, l'UI et les effets, sa communication avec les autres éléments de son contexte. Donc, pareil que le test unitaire, les tests d'intégration vont s'exécuter au cours de développement et au changement de la base de code. Ils sont aussi en isolation. Donc, quel est l'objectif? De pouvoir détecter des erreurs, bien sûr qu'on ne verrait pas avec les tests unitaires, qui sont vraiment ciblés sur un code bien précis. C'est détecter des erreurs de communication entre différents modules ou différents éléments de modules. Par exemple, un composant, voilà, il a une partie UI et une partie comportement JS. Donc, tester la communication entre ces deux parties-là, ça fait partie du périmètre de test d'intégration. Donc, je vais vous montrer un test pour que vous puissiez comprendre un peu mieux. Donc, si on revient sur l'application, quand j'ajoute quelque chose, bon, bien sûr, il s'ajoute dans la liste. En vérité, dans cette application, j'ai 3 composants. Donc, un composant parent et 2 composants enfants. Là, ce composant s'appelle xFloat_form. Moi, j'ai envie de tester que ce composant-là. Je veux tester que quand j'ajoute un élément dans son input et que je fais ajouter, qu'il envoie bien l'action à ce composant-là. Donc, comment ça va se passer? Pour vous éviter de vous montrer du code en beurre, j'essaie de schématiser ça. Donc, voici le composant parent. Donc, il va passer au composant enfant la méthode addSlot. Donc, c'est elle qui va être appelée à l'intérieur de ce composant une fois que j'aurai appuyé sur le bouton Submit. Il va lui passer les thèmes, donc c'est les éléments qui vont être présents dans mon select. Qu'est-ce que fait le composant form? En soi, c'est une fonctionnalité. Il va soumettre un nouveau thème et un titre. Donc, moi, ce que je veux, c'est me connecter à la sortie de mon composant et vérifier qu'avec ce que je lui passe en entrée, qu'il me renvoie bien dans la fonction les bons paramètres, c'est-à-dire l'item du thème sélectionné dans le select et le nom que j'ai mis dans mon input. Donc, comment je vais faire ça? On va sur du code. OK. Donc,
C'est ça. Donc, j'arrive. Ok. Donc, on voit que, comme pour les tests unitaires, on va utiliser les mêmes types de techno pour pouvoir lancer les tests d'intégration. À une exception près, qu'on a besoin, là j'aurais besoin de simuler le rendu de mon composant dans un DOM. Donc, j'ai des utilitaires, il y en a avec Ember, il y en a aussi avec d'autres frameworks. Et là, cet utilitaire va me permettre de simuler vraiment voilà, l'insération de mon composant dans le DOM. Je vais pouvoir manipuler après le DOM de ce composant pour simuler un submit. Donc, comment ça va se passer? Là, encore une fois, je vais décrire ma suite de test. Donc, je dis que je teste le composant forme. Et moi, je fais un test qui va me dire qu'il espère que j'envoie bien le bon objet à mon action. Bon. Je vous passe les détails. Vous allez devoir accepter que cette ligne signifie insère-moi le composant SourceForm avec les propriétés thème et la fonction que je passe en paramètre, external action. Ce que je vais faire, je vais simuler du coup les propriétés que je passe à ce composant et simuler aussi l'action qu'il est censé exécuter. Ça va peut-être pas bien, comme ça. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que j'ai créé ces mocks de fonctions et de propriétés, je vais aller manipuler mon composant inséré dans mon DOM. Donc, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher la valeur du select. C'est un ID qui est positionné sur le select. Et je vais chercher à renseigner exactement, à sélectionner l'item d'ID 2. Et je vais chercher après, ensuite, à insérer le titre intégration test. Et comme je l'ai fait en démo, quand je vais cliquer sur le bouton ajouter un slot, je vais retrouver dans la fonction qui va passer à mon composant qui affiche la grille les paramètres que j'ai choisis. Donc, c'est-à-dire le thème ID, le bon thème ID et le bon titre pour mon test, pour le bon titre que j'ai saisi en fait dans mon test. C'est clair? Donc, et là pareil, je lance en fait tous les tests. Hop là. Excusez-moi. Hop là. Je lance tous les tests. Donc là, on peut se focaliser sur le test qui va exécuter le composant. Donc c'est celui-là et on voit que ça passe. On peut vérifier hein, que ce n'est pas des conneries. Donc attendez, si on met... ah non, c'est pas ça qu'il faudrait que c'est intéressant, c'est plutôt là. Donc on va dire si je dis que c'est 3, on va dire que c'est 4. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas content. Il me dit voilà, ça devrait être 2, j'attends 2, c'est 4. Donc là, si je remets ça, voilà. Bon, enfin, ça marche aussi. Voilà. Ah, c'est normal. C'est parce que c'est un string en fait. C'est pour montrer que ça fonctionne. Donc du coup, si on regarde un peu les tests pour conclure, hop là. Bon, c'était pas très important. Ce que je voulais faire remarquer, c'est que même si ces tests-là sont rapides... Ah, mais j'ai une conclusion, j'ai oublié. Donc, hop là. Non. Oui, donc, l'exécution des tests d'intégration, elle est rapide, mais un peu moins que les tests unitaires. Mais ça reste de l'ordre de la seconde, donc on peut considérer qu'elles sont toujours rapides. C'est juste parce qu'il doit insérer le composant dans le DOM et on fait des petites manipulations dans le DOM, on peut comprendre que c'est un peu moins rapide. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Ça permet voilà, de tester vraiment une partie fonctionnelle isolée du code, de tester que cette partie-là fonctionne correctement dans ce contexte. Donc, les moins, c'est que du coup, il est moins isolé que le test unitaire parce que comme on va générer vraiment l'élément dans le DOM,
Imaginons que ce soit un composant parent qui est des enfants. Si j'insère ce composant parent, il va aussi venir avec ses enfants. Si un de ces enfants ne fonctionne pas, mon test va échouer. Alors que ça n'a rien à voir avec le test que je voulais tester, que l'élément que je voulais tester qui était le parent. Je ne sais pas, je répète, je vais tester le parent, j'insère le parent dans mon DOM, il va venir aussi avec ses enfants. Si un test ne marche pas avec l'enfant, le parent ne va pas fonctionner non plus. Donc c'est pas forcément, on n'a pas une réponse suffisamment claire, on va dire, au niveau du test. On ne saura pas effectivement quel endroit ça va péter. Donc c'est un peu moins isolé qu'un test unitaire. Et du coup, pour le coup, un peu moins fiable aussi, parce que je vais chercher des ID ou des éléments dans mon DOM. Et ces choses-là peuvent bouger. Et donc, du coup, ça peut arriver qu'un test d'intégration ne marche plus, alors qu'en fait, le code, le fonctionnel est toujours encore bon. C'est juste que les helpers ont changé dans le DOM. Donc, malgré tout ça, on ne peut pas dire que le test d'intégration va vraiment simuler un parcours utilisateur. Il va se focaliser sur juste une partie fonctionnelle de l'appli. Donc, voici pour les intégrations et les tests unitaires. Bien. Alors, je vais vous parler des tests end-to-end. Oups, je vais tout renverser. Si ça veut bien. Pardon. Donc, les tests end-to-end. Donc, les tests end-to-end, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est globalement des tests d'IHM de l'application qui sont exécutés en général après les tests unitaires et tests d'intégration et qui sont exécutés dans des conditions de production en exécutant des scénarios qui permettent de simuler un parcours utilisateur. Ça permet globalement de vérifier la stabilité de l'application et du fait que fonctionnellement, tout ce qui a été développé correspond aux attentes du client. Donc, quels sont les avantages par rapport à tous les tests qui ont été présentés précédemment? Ça permet donc, ce que j'ai précisé, de tester le comportement utilisateur sur un produit final terminé, donc de savoir vraiment quel est le rendu et si on correspond bien, si tout a été fait pour que ce soit bien ce qui est attendu. L'écriture peut être faite à la fois par des développeurs, des product owners, par le métier, et amène des réflexions sur la connaissance du produit et ce qu'on souhaite faire sur le produit. Donc ça peut éventuellement anticiper certaines réflexions par rapport au métier, par rapport à ce qu'on souhaite développer. C'est très utile lors du refactoring, puisque pendant le refactoring, l'application est en gros malmenée. On remet le code à plat, on modifie les tests unitaires, on modifie les tests d'intégration. Et il y a seuls les tests end-to-end peuvent eux rester tels qu'ils sont et permettre de simuler l'application et de s'assurer que tout fonctionne correctement malgré le fait que tout est un peu modifié par ailleurs. Et bien sûr, un point très important, c'est le test sur différentes plateformes, notamment dans le web avec Internet Explorer, Chrome, Firefox. Ça permet d'automatiser ce genre de test et de savoir que ça fonctionne sur l'ensemble des plateformes qui sont visées pour l'application. En général, les temps d'exécution sont un peu plus longs. Alors on pourrait dire aussi que si ça devait être fait à la main, ce serait encore plus long. Donc ça peut quand même faire gagner du temps malgré tout. Ça n'ajoute pas de qualité, ce n'est pas l'intérêt. Ça c'est plutôt le rôle des tests unitaires. Il y a une réflexion à avoir sur la maintenabilité puisque ce que j'ai précisé plus haut, c'était que tout le monde pouvait participer à l'écriture de ces tests, mais alors et éventuellement écrire ces tests, les PO, on va voir qu'il y a des outils qui permettent aujourd'hui de rendre l'écriture de ces tests très, très facile pour même quelqu'un qui ne serait pas développeur. Et il y a une réflexion à avoir sur qui, par conséquent, va maintenir tous ces tests end-to-end. Pardon. Et on peut rencontrer des difficultés pour débugger ce genre de test, mais ça on verra dans les outils que je vais présenter un petit peu plus tard. L'important c'est que, donc, en général, ce ne sont pas les principaux tests. Ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de mettre ce genre de test sur des fonctionnalités principales et critiques, de sorte de renforcer l'application et de s'assurer de sa pérennité. Donc je voulais vous parler en premier lieu de deux outils, NateWatch et WebDriver.io.
Donc, je les ai présentés en même temps, ils sont vraiment similaires dans leur utilisation. Déjà, très facile à mettre en place, simplement npm install suivi de WebDriver.io ou Nightwatch permet d'avoir accès à l'outil. Il suffit ensuite de modifier un fichier de configuration qui est automatiquement généré avec WebDriver.io sous la forme de questions-réponses. Donc il n'y a vraiment pas trop à se prendre la tête sur la configuration de l'outil qui est très simple. Donc ils permettent bien sûr de tester plusieurs navigateurs, c'est un des principaux intérêts. Ils respectent les standards qu'on a retrouvés avec la présentation précédente, donc Jasmine, Mocha avec Describe, It. Donc c'est des choses qui permettent de facilement se mettre dans le code et avancer sur les tests end-to-end. Ils utilisent des promesses et ils permettent de générer des rapports. Aussi, il y a des outils qui s'agrègent à WebDriver.io et Nightwatch pour générer facilement des rapports. Alors j'ai mis quelques plus et moins sur chacun d'eux, notamment WebDriver.io, c'est ce que j'ai expliqué. Pour la mise en place, c'est encore plus facile que Nightwatch puisque le fichier de configuration est généré automatiquement. L'intégration avec Jenkins, il y a des outils qui le font automatiquement et qui permettent d'avoir des tableaux de ce type-là. Donc là, on ne voit pas très bien, mais on a Chrome, Firefox, en fonction des différents navigateurs, les temps de réponse, et le succès ou non des différents tests. Donc ça peut être très utile sur certaines applications. Nightwatch, il intègre Selenium. On n'a pas besoin de lancer un serveur Selenium avant d'exécuter les tests Nightwatch. Peut-être que Selenium, c'est l'outil qui permet justement d'exécuter ces tests et de naviguer au sein de la page web. C'est l'outil qui est nécessaire pour utiliser Nightwatch et WebDriver.io, mais Nightwatch l'intègre automatiquement, donc il n'y a pas besoin de le mettre en place par soi-même. Je vais juste vous faire une petite démonstration rapide, donc plus particulièrement de WebDriver.io. Donc ici, c'est un fichier de test que j'ai écrit. Donc, pour vous resituer l'application, mais je pense que vous la connaissez par cœur maintenant, c'est l'application des programmes. Donc, hop, qui est ici. Donc je pense que je n'ai pas besoin de la représenter. On peut rajouter un programme, on peut rajouter un slot au programme. Avec WebDriver.io, je vais juste par conséquent lancer Selenium qui est nécessaire. Donc il suffit de faire java-jar et exécuter un jar qui s'appelle voilà, Selenium Server Standalone. Donc là, ça m'exécute, ça me lance le serveur Selenium. C'est quand même très rapide. Donc je reviens un peu sur les tests qui sont là. Donc très simplement, j'ai importé une bibliothèque assert, donc ça c'est pour mes assertions. On retrouve donc describe et it qui sont les standards, avec un before qui permet d'exécuter du code en amont des tests. Ici ce que je vais faire, c'est donc aller sur mon URL, cliquer sur la combo box des slots, sélectionner le 4e, rentrer WebDriver.io au niveau de l'input du nom de slot que je souhaite renseigner, cliquer sur le bouton ajouter. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre un étoile égale, ce qui permet de mettre juste une portion de la valeur renseignée sur le bouton. Donc là j'ai mis ajout, il va reconnaître ajouter. J'ai mis une petite pause pour qu'on voit ce qui s'est déroulé. Et à partir de là, je peux aller récupérer l'élément dans le tableau et avec l'assert, vérifier que c'est bien la valeur que j'ai souhaité renseigner. Donc je vais exécuter ce bout de code. Il faut juste que je retrouve... Pardon, waouh, il s'est passé des choses incroyables. Je vais juste récupérer ce bout de code que j'avais laissé là. Donc c'est juste pour exécuter le petit outil de WebDriver.io, c'est WDIO. Donc j'avais fait un npm install, donc je retrouve dans mes nodes modules et je référence, enfin en paramètre, je mets mon fichier de configuration et j'exécute. Donc là, ça lance mon navigateur et automatiquement, ça a mis WebDriver.io dans le cabinet des curiosités. Je peux revenir ici et je vois qu'un test est passé qui est au vert, donc tout a fonctionné comme attendu. Incroyable. Voilà, donc ça c'était pour présenter très rapidement ces outils et vous montrer que c'est très rapide à mettre en place et à exécuter.
je voulais parler en plus d'un autre outil qui monte pas mal, qui est encore un petit peu jeune puisqu'il n'a pas atteint la version 1, mais c'est Concept.js. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, pareil, facile à mettre en place. Ça, la plupart des modules NPM aujourd'hui, c'est super rapide de toute façon. Et l'avantage surtout, c'est le fait qu'on puisse écrire en langage naturel. Donc je vais venir aussi sur un exemple. Donc là, j'ai fini un peu vite la presse, mais on reviendra en arrière. Alors, si ça va bien partir. Ici, j'ai donc un fichier de test. Et ce qui se passe, c'est que cette fois, on écrit vraiment un scénario. On écrit un scénario et on a une variable I qui permet d'exécuter chacune des commandes. Donc, on écrit I am on page slash, donc je suis sur la page principale, IC programme. Donc là, ce qu'il va chercher, c'est l'ensemble des éléments visibles sur la page. Il va les lire et il va vérifier qu'il peut bien retrouver programme parmi ces éléments-là. iSelect option, donc vous voyez, c'est vraiment comme si on écrivait des phrases naturellement. Je sélectionne l'option select slot. Donc là, il s'agit de l'ID de la combo box et je récupère l'option 2. J'ai mis une petite pause là, on verra que du coup, il a fait ce qu'il fallait. Mais ça peut s'écrire d'une manière différente. Ici, on peut aussi écrire iSelect option colonne et mettre le cabinet de curiosité JavaScript. Ici, ce qui a été renseigné, c'est le label associé à la liste déroulante. C'est-à-dire qu'on peut même sélectionner la liste déroulante par le label qui lui est associé, ce qui rend la chose très naturelle. De même pour l'input, ici, je remplis l'input nom, ça c'est le label associé, et j'y mets la value AngularJS2. Je peux récupérer cette valeur, ça c'est l'ID de l'input, je le récupère, bon je l'ai mis aussi mais ça n'a pas changé la valeur, je clique sur ajouter et là j'ai mis le pause et on verra pour les tests par la suite. Donc je vais aussi exécuter ce bout de code. Je fais simplement Concept.js run. Et donc ici, il m'a sélectionné le champ. Donc vous voyez ici, si je rentre un peu plus dans les détails, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que colonne, c'est le label associé au select. Et c'est à partir de ce label, de l'intitulé du label, qu'on peut renseigner les valeurs au sein du select. Donc c'est ce qui a été fait ici. Ce qui est, ça je peux pas changer. Ce qui est intéressant aussi avec Concept, c'est que lorsqu'on met des pauses, ici, alors c'est un peu bas peut-être, au sein de la console, on a la variable I et on peut débugger, on peut renseigner les valeurs soi-même. C'est-à-dire que je peux dire maintenant, je sélectionne l'option, alors j'ai pas pris ce qu'il fallait. Pendant que Concept est en pause, on peut mettre d'autres valeurs. Donc je sélectionne, alors je ne connais pas les titres par cœur, donc je vais mettre 3. Je sélectionne l'option 3 et du coup, ici, il ne l'a pas fait. Non, mais normalement, ça fonctionne. Unknown click of null. Ok, donc là, il n'a pas apprécié. Selection option. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il fallait que... Ouais, du coup il a planté parce que je sais pas pourquoi. Si je recommence, autrement vous me croirez sur parole, je suis désolé. Voilà, donc là j'ai fait iSelect option 3 et il a bien renseigné la troisième. Donc forcément ça allait bien se passer, mais c'était pour dire qu'il y a une facilité pour débugger et du coup pour éditer soi-même le code. Si quelqu'un qui n'est pas technique doit éditer le code, il va tester dans la console, au moment où il y a une pause, il va essayer des commandes, il va voir que ça fait ce qu'il souhaite tester. Il va pouvoir les copier dans son bout de code et du coup créer lui-même le test sans forcément avoir l'aspect technique derrière, sans s'y connaître forcément. Donc en faisant entrer, je relance l'exécution du test. Donc cette fois, j'ai bien Angular JS2 qui s'est rajouté.
Et ici, c'est en gros, les asserts se construisent sous la forme des i.c. Donc, je vois, pareil, AngularJS2, je vois l'élément value, donc mon AngularJS2, au niveau de l'ID slot 0-3. Et la tested value, c'est la même, c'est celle que j'avais récupérée tout à l'heure. Je fais entrer pour exécuter la fin des tests. OK, I passed. Donc voilà, le test a fonctionné avec CodeCept.js. Donc, je peux quitter ça. Je vais finir. Ça, c'est les tests qu'on fait en local ou ça peut tourner sur Jenkins? Après, tout ça peut être automatisé. Voilà. C'est aussi l'intérêt. CodeCept.js, donc en revenant dessus, donc ça peut être automatisé sans souci. Hein. De toute façon, la commande c'est CodeCept.js run et ça, on peut le mettre dans son Jenkins et ça va tourner tout seul sans problème. Ce qu'il y a en moins par rapport aux autres, c'est voilà, vu que c'est encore jeune, il y a des petites choses en moins et notamment du reporting. C'est encore naissant et ça va se développer dans le futur. Donc, je reviens un peu pour conclure sur les navigateurs installés sur les serveurs ou lui il embarque ses navigateurs? En général, on a une machine d'intégration où il y a les navigateurs qui sont déjà installés. Enfin, il faut qu'ils soient installés sur la machine d'intégration. Les navigateurs, ce n'est pas embarqué dans l'outil même CodeCept.js, effectivement. Donc, ici, c'était juste pour faire une petite conclusion sur les différents tests. Donc, ce qu'on a vu, c'est ça, c'est les tests principaux. La base des tests, ça va être les tests unitaires. Ils vont permettre de s'assurer de la qualité du code. Ils sont très rapides à exécuter. Ils vont s'exécuter sur des toutes petites portions de code pour être sûr qu'à la base de son code, tout fonctionne correctement. Les tests d'intégration vont permettre de faire jouer des composants ensemble, de s'assurer qu'un workflow d'éléments va bien se comporter. Et puis à la fin de tout ça, on a les tests end-to-end qui là vont être dans les conditions de production, qui vont vérifier que le parcours utilisateur final, que le produit final est bien tel qu'on souhaitait. Et je reviens du coup sur la pyramide en général, mais bon, ça c'est adaptable à chacun des projets bien entendu. Mais on retrouve 70% de tests unitaires, 20% de tests d'intégration et 10% de tests end-to-end pour avoir une pyramide complète, pour avoir une bonne qualité et un programme qui est bien assuré. Voilà, maintenant...